technique instrumentale, un sujet en 15 minutes pour parler des techniques instrumentales. Qu'est-ce qu'il y a sous ce mot de technique instrumentale? Il y a un peu tout, tous les instruments qu'on peut utiliser. Donc j'ai un peu tout mis, on va essayer de balayer un peu très rapidement toutes les techniques parce qu'il faut s'intéresser à tout ce qui peut nous aider. Alors la première des choses, une technique toute simple, mais le bâtonnet et aller nettoyer au fond de la bouche, c'est dégoûtant à cette diapo, je reconnais, mais je pense que vous l'avez tous vécu. Et des sécrétions toutes séchées au fond de la bouche, juste à aller chercher à nettoyer avec un petit brumisateur et puis faire des soins de bouche, ça nous semble capital. Et ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement, malheureusement, dans nos services, chez des malades qui dorment la bouche ouverte ou qui ont eu de l'oxygène de façon importante. Et notamment quand on s'intéresse à cet oxygène et ces patients qui sont oxygénés avec des débits parfois importants, ça sèche énormément et il y a des techniques, on ne va pas s'étendre dessus, mais les techniques qui permettent d'avoir des débits importants mais qui sont en même temps réchauffés, humidifiés grâce à un réchauffeur, c'est des techniques auxquelles il faut s'intéresser pour hydrater le mucus et favoriser le désencombrement. Mais je pense que Jean en reparlera aussi en ventilation mécanique, cette importance d'avoir un mucus qui soit complètement hydraté. Alors dans les techniques instrumentales, il y a aussi tous ces petits supports, il y en a qui appellent ça des gadgets, peu importe. Qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature là-dessus? En tout cas, c'est sûr que l'utilisation de la spirométrie incitative seule n'est pas recommandée en pré- et post-opératoire pour prévenir les complications respiratoires. Ça veut dire que si vous amenez ce type d'appareil à un patient et vous lui dites vous en ferez toutes les heures en aspirant 10 fois dans un boulier ou en soufflant 15 fois dans un acapella, ça ne marche pas de le laisser tout seul. Par contre, ce qui marche, c'est de faire des exercices respiratoires. Ces grandes inspirations, ça marche. Et on peut se servir de cette technique-là, de ces techniques pendant nos séances de kiné pour stimuler le patient, l'inciter à faire des efforts plus importants. Donc ces petits supports instrumentaux, ça peut nous servir, mais en complément de notre séance. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet des techniques proprement parlées instrumentales et dans lequel on va parler de ces techniques d'insufflation et aussi d'exsufflation mécanique. Alors, à quoi ça sert ces techniques-là? Ça sert à remplacer une toux inefficace. Le mécanisme de la toux, je vous l'ai remis, vous le connaissez tous, hein, une inspiration bien profonde, un temps de compression glottique et un temps d'expulsion. Et bien, ce support instrumental, il va pouvoir nous aider à la fois sur le temps inspiratoire pour augmenter ce qu'on va appeler le volume prétussif de nos malades, et puis parfois va pouvoir nous aider aussi sur le temps expiratoire, ça sera les techniques d'insufflation, exsufflation mécanique. Alors ces techniques-là, ça fait quand même un moment que ça existe. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau, mais on a l'habitude de classer par ordre d'assistance ces techniques. Et quand on prend des patients qui ont des débits expiratoires de pointe qui sont bas et du coup qui ont une toux inefficace, et qu'on compare l'efficacité de ces techniques, eh bien, on a des débits expiratoires de pointe qui sont augmentés un petit peu quand on fait la séance sous un support juste de ventilation non invasive, qui sont un peu plus augmentés quand on fait avec des systèmes de relaxation de pression, type alpha 200 pour citer des noms, et qui sont encore plus augmentés, je vais me mettre là peut-être, qui sont encore plus augmentés quand on va utiliser les techniques d'insufflation, exsufflation mécanique. Donc, je vous ai mis ce petit podium. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce podium? On met la VNI en troisième, les techniques d'hyperinsufflation en deuxième et le cofaciste en troisième. Et vous êtes tous d'accord? Non, il y en a qui sont contre. Personne n'a d'avis. C'est un petit peu tard ce soir pour lever les mains. Alors, pardon. Donc, les techniques de ventilation non invasive en 3, les techniques juste d'hyperinsufflation avec ces deux types d'appareils, notamment l'alpha 200 en 2, et puis le fameux cofaciste ou son concurrent, le Clearway ou d'autres machines qui peuvent exister. Comment? Oui, pour le moment, on va parler du patient coopérant. Bon, vous n'avez pas d'avis en fait. Bon, donc, moi, je vous dis que ce n'est pas ça. En fait, c'est intéressant. Entre les travaux qui ont été faits par Bach en 1993, qui montraient une augmentation des débits expiratoires de pointe à la toux avec ces différentes assistances, il montrait bien une augmentation avec une aide
par une hyperinsufflation simple et une aide supérieure quand on faisait de l'insufflation et de l'exsufflation mécanique. Et puis il y a eu ce travail intéressant de Lacombe qui, lui, ne montre pas les mêmes résultats. Il montre qu'avec une insufflation simple et l'aide des mains, ça c'est l'assistance manuelle qui complète la technique, il obtient des débits expiratoires de pointe qui sont supérieurs à une technique d'insufflation-exsufflation mécanique, elle aussi complétée de l'assistance manuelle. Alors ça, c'est surprenant, on ne s'attendait pas à ça, alors que Bach, depuis des années, il nous avait montré le contraire. Et en fait, il explique ça très très bien dans son travail, en montrant qu'en fonction du débit expiratoire de pointe spontané des malades, on peut plus ou moins les aider en fonction des techniques. Et il explique que pour des malades qui ont un débit expiratoire de pointe suffisant, qu'il a calculé à 5 litres seconde, chez ces malades-là, si on fait de la simple hyperinsufflation, on obtient des débits expiratoires de pointe qui sont meilleurs que si on essaye de faire des hyperinsufflations associées à des exsufflations. Et en fait, il explique ça par une espèce de contre-débit qui se créerait chez des malades qui ont une toux suffisante, enfin, au-delà de ces 5 litres seconde. Si on veut les aider encore plus avec le cofacyste, au final, on les aide moins. Et il suffit de faire de l'hyperinsufflation pour leur redonner un débit expiratoire de pointe suffisant à la toux. Et donc, de les aider trop, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer les techniques, mais le fameux podium, ce n'est pas vrai. Donc, vous allez me dire, en utilisant les machines d'insufflation, exsufflation mécanique, on n'a pas besoin d'autres machines. On peut faire que du temps inspiratoire sur ces fameuses machines type cofacyste. Eh bien non, ce n'est pas aussi simple que ça. Et ça a été montré par une équipe lyonnaise de Claude Guérin, qui a étudié les volumes qui sont distribués, que l'on utilise donc c'était l'alpha 200 ou le cofacyste. Et on s'aperçoit qu'avec l'alpha 200, on obtient, que ce soit chez des patients, enfin, c'était sur banc, avec des sondes d'intubation. Et on s'aperçoit que les volumes sont toujours supérieurs avec l'alpha 200 qu'avec le cofacyste. Et ils expliquent ça en fait par le fait que le réglage des débits est beaucoup plus fin sur les appareils d'alpha 200 que ce qui sont sur le cofacyste. Et grâce à ça, on arrive à avoir une distribution de l'air qui est meilleure avec l'alpha 200. Donc c'est pas facile et il faut certainement pouvoir utiliser les deux machines. Alors ça, c'était juste pour vous montrer qu'on peut le faire aussi chez des malades intubés, c'est ce que vous me demandiez. Et donc voilà la technique de cofacyste chez des malades intubés. Là où je voudrais c'est un film. Les façons de faire le cofacyste sont extrêmement différentes d'une personne à l'autre. Et on ne fait vraiment pas tous la même chose en fonction de ceux qui font une inspiration très courte, une expiration très courte, clac, 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 ou quand on fait des inspirations un peu plus longues comme sur le film, voire parfois encore beaucoup plus longues et des expirations plus longues. Et quand on lit les travaux, eh ben ça, c'est pas bien décrit la façon de faire. Et je pense que Jean en parlera un petit peu aussi, mais la durée du temps inspiratoire conditionne énormément les volumes et les pressions que l'on va mettre dans le poumon de nos malades. Alors le positionnement, Michel, vous en avez déjà beaucoup parlé, c'est capital de faire du positionnement en même temps qu'on fait du désencombrement et en même temps qu'on fait du désencombrement instrumental. C'est capital déjà simplement de façon physiologique. Quand on passe d'une position couchée à une position plus redressée, on augmente notre CRF, donc la capacité pulmonaire, si elle est meilleure, eh ben, on va avoir un résultat qui sera meilleur. Donc c'est indispensable de faire du positionnement en même temps. C'est indispensable aussi, et ça a été montré encore une fois par l'équipe de Claude Guérin à Lyon, ils se sont amusés à faire des mesures grâce aux ceintures d'impédance. Et ils ont mis ces ceintures d'impédance en même temps qu'ils faisaient des séances d'hyperinsufflation chez des malades neuromusculaires. Et ils se sont aperçus qu'il y avait une tendance quand on laissait les malades en décubitus dorsal et qu'on faisait ces techniques d'hyperinsufflation, on hyperinsufflait la partie antérieure du poumon, essentiellement. Et il suffisait de mettre les malades en décubitus latéral pour avoir une répartition de la ventilation qui était beaucoup plus homogène. Donc, les malades que l'on ne peut pas sortir du lit, il y en a quelques-uns, il y en a encore, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore,
en général, on peut quand même les tourner sur le côté. Et je vous invite à vraiment bouger les malades sur le côté. Grâce à ces travaux, on voit qu'on aura une meilleure distribution de la ventilation et on aura accès à plus de territoire et à un désencombrement qui sera certainement plus efficace. Donc voilà les différentes positions, il faut bouger, bouger, bouger. Quelles sont les limites de ces techniques d'hyperinsufflation? Essentiellement chez le BPCO, il faut savoir que ça ne marche pas bien. Et pareil, si on veut faire de l'hyperinsufflation chez des malades BPCO, on s'aperçoit que les débits expiratoires de pointe qu'on obtient après une hyperinsufflation sont moindres que les débits expiratoires de pointe spontanés. Ça veut dire que les malades, après les BPCO qui ont été hyperinsufflés, toussent moins bien que s'ils n'avaient pas été hyperinsufflés. Donc, ça ne marche pas, quoi. Autre limitation, c'est les patients type SLA, et notamment SLA bulbaire, qui, lors de la phase expiratoire, ont un collapsus qui se passe, une obstruction qui ferme les voies aériennes, et du coup, on perd le bénéfice de l'exsufflation dans ces techniques d'insufflation-exsufflation mécanique. Un tout petit mot de la ventilation non invasive. La ventilation non invasive en réanimation, on en fait beaucoup, et il faut absolument faire vos séances de désencombrement bronchique sous ventilation non invasive. Ça, c'est capital. Ça a été très bien montré dans des travaux, notamment de Brigitte Fauroux. Ça augmente la performance des muscles respiratoires, ça réduit les épisodes de désaturation, ça réduit la dyspnée et la fatigue. Donc, il faut absolument le faire sous ventilation non invasive. Quand vos patients sont sous ventilation, il faut en profiter et les faire pendant ce temps-là. Est-ce que sur le patient intubé, ça marche aussi? Eh ben, oui. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que Jean, normalement, va en parler. Mais pour nous, le respirateur, c'est la Rolls-Royce. Non, tu n'abordes pas ça? Pour nous, le ventilateur, c'est la Rolls-Royce de ces machines. Si vous avez un ventilateur, vous aurez, en plus de pouvoir accéder à ces réglages dont Michel vient de nous parler, de faire varier les niveaux de pression, vous aurez les courbes du respirateur. Et grâce aux courbes du respirateur, et notamment les courbes de débit, qu'ils soient inspiratoires et expiratoires, on arrivera vraiment à savoir ce que l'on fait à l'intérieur du poumon. Mais j'espère que Jean aura le temps d'en parler. Moi, je n'ai pas le temps d'en parler plus que ça. Mais grâce à des stratégies de changement sur le ventilateur, on peut arriver à faire des choses très intéressantes. Et plus que de se limiter à du simple désencombrement, je crois qu'il faut aussi qu'on soit un petit peu les recruteurs, nous aussi, du poumon. Et le recrutement du poumon, essayer de recruter des territoires qui ne sont pas ventilés comme chez beaucoup de nos malades qui restent couchés sur le dos avec ces parties postérieures du poumon qui finissent par s'encombrer. On peut aller les écouter à l'auscultation et on arrive à l'entendre. Et ben déjà de les redresser dans le lit et d'utiliser des positions plus assises et de bricoler un petit peu le respirateur. Voilà, ça j'ai pris ça en début de semaine. C'était après la séance, une PaO2 qui avait beaucoup augmenté avec une FiO2 qui avait pu être baissée sur le respirateur. Donc ça a des intérêts. Et si en plus de ça, vous pouvez sortir le malade du lit et faire ces mêmes bricolages de respirateurs en sortant le malade du lit, et ben on continue à avoir des bénéfices. Un dernier mot pour conclure sur la ventilation à percussion intrapulmonaire, qui est une autre assistance. Alors, on avait fait ce travail en 2012 pour ou contre la ventilation à percussion intrapulmonaire en réanimation. La conclusion, c'était que ça pourrait trouver sa place en réanimation en cas d'échec des techniques conventionnelles respiratoires, mais son utilité mérite d'être mieux étudiée. Depuis 2012, il n'y a pas eu beaucoup de travaux supplémentaires. On trouve quand même, malgré ce manque d'études de haut niveau, toujours des cas cliniques qui sont publiés. Il y en a un récemment, là, en 2017, qui montrait encore un intérêt de la percussion, mais ça reste des cas cliniques. Et puis, tout récemment, ça vient de sortir, une équipe de Clermont, l'équipe de Constantin, qui vient de publier ce travail chez des malades qui étaient, là c'est à la phase aiguë d'un ARDS, où il montre que grâce à la ventilation à percussion intrapulmonaire, on arrive à recruter des territoires pulmonaires sans distendre les territoires sains. Donc, c'est une technique qui reste compliquée à mettre en œuvre, mais qui malgré tout semble avoir vraiment peut-être un intérêt, et il faut continuer certainement à s'y intéresser, notamment à la lueur de ces travaux qui semblent quand même intéressants, avec une ventilation qui est certainement à la fois protectrice et qui à la fois permet d'aller recruter du poumon. En tout cas, je pense qu'on a intérêt à continuer à s'y intéresser. Est-ce qu'il y a des nouveautés ? J'ai trouvé ça, qui peut être intéressant, de l'électrostimulation des muscles abdominaux.
pour suppléer des muscles qui ne sont pas assez forts. On contracte les abdominaux de façon avec de l'électrostimulation pour renforcer l'efficacité de la toux. Pourquoi pas? Et puis j'ai trouvé ça aussi, ce robot qui aide à tousser, une espèce de ceinture qui vient se contracter et appuyer là encore une fois sur la partie abdominale. Donc voilà, il y a des pistes de recherche qui continuent. Donc pour conclure, les manœuvres de désencombrement, elles doivent associer des techniques manuelles, un support instrumental et notamment inspiratoire, des changements de position, et puis il faut répéter les séances plusieurs fois dans la journée pour désencombrer nos malades. Merci beaucoup.